Du coup, la seconde partie, elle est consacrée à la présentation de 3 projets qui répondent pour la plupart aux objectifs qui étaient présentés lors de la conférence de Valérie juste avant, justement pour repenser l'aménagement du futur. Ces projets viendront aussi illustrer un objectif qu'on a aujourd'hui tous en commun, qui a été donné par la loi climat-résilience, qui est le ZAN, donc le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire celui de construire autrement, de manière plus dense, afin d'économiser d'une part le foncier, mais aussi de freiner l'étalement urbain. Et en plus de répondre à cet objectif de densité, c'est des projets qui sont adaptés aux milieux ruraux, à l'échelle du village, avec une attention particulière qui va être portée à l'intégration architecturale et aux espaces publics. Je vous propose qu'on commence directement avec la présentation du premier projet, qui est celui d'un lotissement communal en cœur de village, qui est destiné aux jeunes primo-accédants et qui concilie l'habitat individuel et les espaces publics de qualité. Ce projet est intéressant parce qu'il s'est construit via une vision qui est prospective et qui est globale à l'échelle de la commune, et via aussi une stratégie foncière. À l'origine du projet, la commune avait identifié la problématique d'un foncier qui était difficilement accessible pour les jeunes ménages, mais aussi une certaine perte, on va dire, de dynamisme du village. C'est une opération, vous allez le voir, qui est en plein centre du village, qui est très bien intégrée grâce à une charte architecturale et paysagère et qui respecte l'identité du village. Je vais donner la parole maintenant à Alex Brichet-Billet, qui est maire de Notre-Dame-de-Lauzier et qui va nous présenter le projet du lotissement communal de Beau-Rencontre. Bonjour à tous. Alors je suis très content d'être là aujourd'hui, d'autant plus content qu'on vient d'assister à une conférence qui m'a vraiment bien marqué et qui a donné du sens un petit peu et surtout qui a mis des mots sur ce qu'on a fait à Notre-Dame-de-Lauzier. Notre-Dame-de-Lauzier, donc c'est un petit village de 500 habitants. On est voisins, on est dans l'Isère, au-dessus de Vinay, donc entre Grenoble et Saint-Marcelin, donc dans les coteaux. C'est un village donc de 500 habitants qui est sur un éperon rocheux qui domine la vallée de l'Isère. Et puis on a un peu le même panorama. On a aussi ce Vercors en fond de paysage. C'est un village qui a un lourd passé. Et quand je dis lourd, c'est, je pèse mes mots, qui a un lourd passé religieux, historique, hein, on va dire en 1649, on a eu une apparition de la Vierge. Voilà, donc qui a marqué ce village et ce territoire. Je vous rassure, elle n'a pas réapparu depuis. Hein. Donc on l'a pas revue. On l'a pas revue, mais elle a été suffisamment présente pour marquer ce village qui était un hameau, simplement un petit hameau de Vinay, et qui suite à cette apparition, et ben s'est développé donc la présentation du village, donc qui a vraiment marqué de façon architecturale ce village, hein, puisque de ce petit hameau, eh ben, on a rasé la petite église qu'il y avait, on a construit une grosse basilique, et puis des couvents, et puis donc des communautés religieuses pendant 350 ans se sont succédées. La dernière communauté religieuse a quitté le site en 2000. Donc vous voyez, c'est quand même relativement récent, même si elle avait beaucoup perdu de son pouvoir et de son aura sur le village. Ça a quand même marqué l'histoire du village. Et je crois que voilà, donc voilà un peu le type de bâtiment et d'environnement qu'on a au niveau de ce village. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues en mémoire et puis qui ont mis, je disais, qui ont mis des mots par rapport à votre conférence, madame. C'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel on a évolué au niveau de la réflexion de ce village. Moi, je suis maire depuis 2005, donc j'ai déjà un petit peu de bouteille. Et puis j'étais avant donc premier adjoint d'un maire qui avait lancé un schéma d'aménagement de ce village en disant quand en gros, on se dit on va rentrer dans le 21e siècle, donc qu'est-ce qu'on veut pour notre village et là, on a fait un très gros boulot et un boulot passionnant de se dire qu'est-ce qu'on veut dans notre village pour 30 ans. Voilà. Et ce fil rouge, c'est ce qui nous a guidés et ce qui nous guide encore aujourd'hui sur l'aménagement de ce village. Et alors, cette présence
religieuse fait que ce village, à travers tout ce qu'on a pu faire, à travers l'urbanisation, à travers le développement, fait que ça crée un état d'esprit. Et puis, c'est un village qui a une âme. Et ça, c'est quelque chose qui est immatériel. Effectivement, donc on lotisse, on fait des voiries, on fait tout, mais cet état d'esprit et cette âme, elle se ressent. Et c'est bizarre parce que quand on a des gens, alors on a beaucoup d'élus qui viennent voir un petit peu, et à chaque fois quand ils repartent, ils disent mais chez vous, il y a quelque chose. Et effectivement, alors moi je ne crois pas du tout aux forces de l'esprit, même si j'habite dans un village qui en est... il y en a plein apparemment, mais voilà, c'est ce qui doit guider, ce qui guide notre action municipale, voilà, à chaque fois. Alors, ce projet, il est issu un petit peu de cette histoire, puisque quand les religieux, la dernière congrégation religieuse, donc qui était les Oblats de Marie Immaculée, a quitté le site, ils possédaient tout dans le village. Hein. Donc ils possédaient cet ancien couvent qui a été devenu après une maison de famille, une pension de famille, puis une maison de retraite. Ils possédaient tous les terrains, donc les terrains qui étaient au cœur du village et dans le village. Et quand ils sont partis, bien entendu, ils ont vendu. Et là, la commune s'est positionnée et a acheté ce foncier. Alors, elle a acheté le foncier et on nous a, entre guillemets, vendu l'ancien couvent pour l'euro symbolique. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que même 1 euro, c'était trop cher, mais toujours est-il qu'il est dans l'escarcelle de la collectivité. Et puis, donc, on s'est retrouvé propriétaire foncier, finalement. Hein. Ça a été une chance. Et après, ça a quand même nourri notre réflexion en se disant que, finalement, si on veut maîtriser notre développement, c'est quand même super bien de pouvoir maîtriser le foncier. Voilà. Et donc, parti de cette réflexion, on s'est retrouvé avec, un jour... 2 agriculteurs, dont un qui était au conseil municipal, viennent me voir en disant voilà, tout de suite en périphérie de village, on a un ténement 2,5 hectares plat, planté en maïs, classique. On est vendeur. On avait un poste, on s'était dit, on est en zone NAD, ça risque peut-être pas grand-chose, on peut verrouiller, sauf qu'on verrouille rien du tout. Puisque le deuxième rendez-vous, ils sont venus avec les aménageurs, avec les juristes, avec les avocats. J'étais tout seul derrière mon bureau et je vous prie de croire que je faisais pas le fier. Donc, toujours est-il que... on ne savait pas trop ce qu'on voulait, mais on savait ce qu'on ne voulait pas. Et ce qu'on ne voulait pas, c'était justement de ces lotissements avec une voirie, une raquette, et puis 30 maisons autour, des maisons sans âme, et puis où on passe notre samedi matin à gérer les problèmes de voisinage, de chiens qui gueulent, de barbecue, de tondeuse à gazon, voilà, enfin tout ce qu'on ne voulait pas. Donc on a beaucoup bossé, on continue beaucoup bosser avec le CAE, avec le CE de l'Isère, qui, à chaque fois qu'on a un petit souci, on les appelle, ils nous montent un dossier, ils nous montent un projet, ils nous aident à la réflexion, et du coup, ça nous a amené à réfléchir sur cet événement-là, en disant, voilà, l'urbanisation de notre village, dans notre schéma directeur qu'on avait fait quelques années auparavant, des grosses patates, l'école sera là, la mairie sera là, on rase la salle des fêtes, enfin voilà, il y avait tout un schéma, une boîte à outils avec des tiroirs, et à chaque fois qu'on avait un projet ou un besoin, on ouvre un tiroir et on ne refait pas le monde à chaque fois. Et donc, on savait que l'urbanisation future se ferait là, mais qu'on ne la voulait pas sous cette forme-là. Donc, du coup, on prend un sursis à statuer. Il faut quand même, souvent on dit oui, mais on nous impose des choses. Non, c'est pas forcément vrai. Les élus ont des moyens. On a des moyens de... Alors, c'est sûr qu'il faut dire non à des moments. Hein, et moi, quand j'ai dit non à mon collègue élu au conseil municipal, agriculteur comme moi, avec qui je bosse, en lui disant, non, ton terrain à maïs, on ne veut pas que tu le vendes pour faire des maisons. C'est pas toujours simple. Hein. Malgré tout, on est toujours restés copains, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, je crois qu'on a des moyens quand même qui nous permettent de pouvoir faire
ce qu'on a envie. C'est pas toujours très simple, mais on peut quand même. Donc du coup, sur ça à statuer. Et puis, suite au projet qu'on avait mené, on a décidé d'acquérir ce foncier aussi. On était un petit peu, on se dit, bah, finalement, on voit qu'en maîtrisant le foncier, on maîtrise notre développement. Sauf que acheter 2,5 hectares en zone constructible, c'est pas simple. Ça nous coûtait plus de 600 000 balles. Donc, du coup, c'était un peu compliqué pour les finances communales. On s'est dit, bah, de toute façon, on a d'autres fonciers, on va vendre pour pouvoir acheter. Voilà, hein. Donc, et on avait donc à proximité de ce village, donc on avait donc ce foncier qui était là, et on s'est dit, bah voilà, si on le vend, on va pouvoir maîtriser l'autre foncier. Pareil, appel au CAE, cahier des charges. On ne voulait pas du tout s'en occuper. On dit on va se faire un cahier des charges béton et on soumet à des aménageurs, voilà, en leur disant ce qu'on veut. On a eu des réponses, hein, donc on a fait un appel d'offres. On a dû avoir une quinzaine d'aménageurs intéressés par le projet. Et quand on a ouvert les plis, donc on n'avait aucun ne respectait le cahier des charges. Donc aucun. Donc la condition première, c'était de dire on va à peu près 6000 m², on veut qu'une dizaine de lots. Je crois que le moins qui en faisait, c'était 18 lots. Donc déjà là, ça coinçait. Et puis après, l'idée, c'était aussi de se dire, bah, on voudrait savoir combien vous allez vendre les lots et combien vous allez acheter le terrain à la commune. Je ne vous fais pas un dessin, ils vendaient les lots plein pot et la commune récupérait 50 000 euros sur... donc on a dit, bah, ça ne va pas le faire, on vient de dépenser 500 000 euros, si c'est pour récupérer 50 000 et pas avoir ce qu'on veut. Donc on s'est dit, on n'est pas plus con qu'eux, on va se lancer, on va le faire nous, ce lotissement. Donc de nouveau, rappel au CAE, on réexplique notre problème et bon, cahier des charges, maîtrise d'œuvre pour pouvoir nous accompagner. Et là, on est parti sur une maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec un paysagiste, un bureau VRD et un architecte. Voilà, pour se dire, bah voilà, voilà ce qu'on veut, ce qu'on souhaiterait avoir. Je ne vous cache pas que pour un petit village rural, avec un lourd passé agricole aussi, hein, quand même, se dire on va avoir des maisons sur 300 m², sans garage, même nous, voilà, on avait un peu du mal, hein, à se dire mais bon, on sait bien que c'est la tendance, mais quand même, est-ce que les gens veulent venir en zone rurale pour vivre dans 300 m², sans garage, bon, avec des contraintes quand même de mixité, de jumelage de certaines maisons, d'alignement sur rue, avec quelque chose quand même qui était assez blindé. Et puis, bon, après coup, après avoir réfléchi, avoir pris un petit peu de hauteur, on s'est dit, bah, c'est peut-être jouable, on va se lancer. Ce qu'on voulait également, c'était que les espaces communs restent des espaces publics, aménagés, entretenus par le public, pour recréer justement du lien. Alors, on a appelé ça un lotissement parce que juridiquement, il fallait appeler ça un lotissement. Pour nous, c'était plus une continuité du village, un quartier. Voilà, on agrandissait un quartier. Avec, voilà, on avait en fond la basilique d'un côté, une chapelle de l'autre, un terrain qui n'était pas plat, et recréer à travers ce nouveau quartier un esprit de village. Donc certes, les gens avaient peu de foncier, mais les espaces publics étaient communs et les gamins pourraient jouer dans la rue. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui fonctionne bien parce qu'il y a plein de gamins dans ce lotissement et ils se sont vraiment appropriés les lieux. Faire un lotissement également sans voiture, c'était aussi une des volontés de se dire, bah, la bagnole, on la laisse en périphérie et puis un peu les places, ça reste circulable, traversable par tout le monde, par tout le village, pas réservé simplement aux gens de lotissement. Ça aussi, c'était une petite révolution quand même, hein. On était contraint également, et là
d'un point de vue architectural, on avait quand même cette grosse basilique, ce gros couvent, quelque chose qui écrase, alors qui écrase dans tous les sens du terme. Pendant longtemps, ça a écrasé les gens. Cette puissance religieuse, ces gros bâtiments. Et effectivement, la maison un peu rase-moquette, à côté, ça n'allait pas donner grand-chose d'un point de vue visuel et puis architectural. Donc du coup, on a souhaité quand même dans le cahier des charges des volumes simples, mais avec des R+1. Pour qu'on ait quand même une certaine hauteur et que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Hein. Voilà. Donc on a ce type de maison, avec, d'un point de vue architectural aussi, des choses peut-être un peu hétéroclites, hein, parce que finalement, quand on se balade dans notre village, on a une place avec des grandes... Alors là, c'est vrai que j'ai pas de photo de la place du village, mais le village originel, finalement, il est fait de grandes maisons également, hein, souvent étroites, donnant sur rue, et qui entourent la basilique. Donc du coup, pour quelque part rivaliser ou pas rivaliser, mais pas se sentir trop écrasé, les maisons sont plutôt hautes et ont plutôt des hauteurs un peu différentes, ont plutôt des formes et des façades un peu différentes. C'est pour ça que là, la première maison, c'est une maison en bois. La deuxième, elle est également une maison en bois, mais crépie. La troisième, elle est en maison, elle est en agglo. On a une maison en briques, une maison en paille. Enfin voilà, c'est un peu la maison des petits cochons. Il manque plus que la maison en carton. On avait fait le tour. Hein. Mais voilà, donc un petit peu, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on a travaillé. Et puis, on avait voulu également un aménagement de ce village, mais en règle générale, j'ai une conseillère municipale qui avait dit il ne faut pas qu'on souffre du complexe de ruralité. Je rejoins un petit peu ce que vous aviez dit dans votre présentation, où on a ces villages nickel-chrome autour de chez nous, des petits villages 300 où il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse, où on a des grosses boules en béton ou des jolis quilles métalliques comme on peut voir dans toutes les villes. Hein. Et ce complexe de ruralité, oui, on est un village rural, il peut y avoir des herbes folles, il peut y avoir des trottoirs qui ne sont pas bétonnés, pas goudronnés. On le verra peut-être dans d'autres diapos. Notre-Dame de Lauzier fait référence à l'osier aussi, donc on a aussi beaucoup de haies en osier. Alors ça coûte pas cher à une commune, hein. Vous coupez un osier, vous le mettez dans la terre, ça repousse, vous pouvez le tresser, vous pouvez le tailler comme vous voulez, ça fait des super haies et ça coûte pas cher et c'est relativement sympa. Voilà, donc du coup on avait cette contrainte on va dire historique et patrimonial entre une basilique et une chapelle, un alignement donc sur une rue qui est un petit peu alors qui était une rue de pèlerinage, hein, où les gens un axe religieux, on appelait ça autrefois, aujourd'hui on appelait ça la promenade de la chapelle, où les gens ils défilaient en procession et tout ça, donc il y avait il fallait pas qu'on se loupe. Voilà, on était sur un endroit qui était plutôt agricole et puis on mettait des maisons là, mais vraiment contre le village. Donc avec cette symétrie un petit peu et cet alignement, à savoir que c'est un village religieux qui était entouré de murs. Il y avait des murs de partout chez nous, hein, des murs de 3 mètres de haut, parce que des couvents, des séminaires, des fermes, parce qu'ils vivaient en autarcie, mais tout était clos de murs. Et pendant 30 ans, nous, on n'a fait que casser des murs. Hein. Le jour où on est devenu propriétaire, on n'a fait que casser des murs pour justement ouvrir les paysages. Et, alors, on verra peut-être tout à l'heure, on en a conservé qu'un mur, donc qu'on a démoli, qu'on a reconstruit, mais qui clôt le parc de Bourg-en-Contres. Un lotissement sans voiture, ça veut dire que, comme on ne voulait pas que les gens, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, hein, les gens, s'ils peuvent rentrer la voiture dans la chambre à coucher, ils le font. Hein. Donc là, on a pris le parti de faire des parkings en périphérie de ce lotissement, et puis de faire quand même un abri couvert.
Donc ça, c'est la commune qui l'a réalisé. Et on vendait un lot couvert avec les lots à construire. Voilà, on essaie un peu de recréer une ambiance un peu sympa, donc avec ces murs qui intègrent à la fois les boîtes aux lettres, le traitement également des eaux pluviales, donc par des noues, avec des petits murets, là on voit peut-être pas forcément, mais qui ont une petite arche en pierre, où l'eau... alors c'est des trucs très simples, ça 2 coups de débroussailleuse par an, et puis voilà quoi. Alors... Qui dit espace public, dit espace aménagé par la commune, dit espace entretenu par la commune. Il faut aussi se gaffer de l'entretien. Et à chaque réunion de chantier, on a un employé communal et demi. À chaque réunion de chantier, ils étaient là, les employés communaux, parce que demain, c'est eux qui allaient entretenir. Donc en disant, vous êtes gentils dans vos réflexions, c'est bien beau, mais nous, derrière, il faut qu'on puisse faire le job. Et si c'est pas fait, vous allez encore nous tomber dessus en disant qu'on fait pas notre boulot. Donc, voilà. Et je crois que ça, c'était aussi important de les impliquer dans l'entretien et en disant, peut-être qu'il faudrait laisser un peu plus de place, qu'on puisse passer avec la tondeuse. Voilà, sur des petites réflexions, mais qui finalement, à terme, au bout de 10 ans, on se dit, oui, on a bien fait parce que finalement, le truc est sympa et c'est pas trop compliqué à entretenir et ils y passent pas trop de temps, quoi. Donc voilà, différentes vues avec... vous le voyez, donc des espaces, une cour qui reste un espace un peu public, qui est un espace public, et puis autour, des prés qui servent de jeu pour les enfants. Le bassin de rétention, donc on a une noue qui descend, là, quand il y a de la neige, c'est génial, en luge, c'est le rassemblement de tous les gamins du village. Voilà. L'idée aussi de maîtriser le coût pour le coût des parcelles, puisque l'idée, c'était quand même de faire venir des jeunes couples et de favoriser les primo-accédants. On avait des lots autour de 50-60 000 euros, tout aménagé. On fournissait les portails, les lots étaient clôturés pour avoir une certaine harmonisation. Et du coup, cet aménagement et ce prix de vente des terrains, même si ça a dégagé quand même 250 000 euros pour la commune. Donc, c'est allé au-delà des 80 000 euros que nous offrait un aménageur, a permis d'installer 10 jeunes couples. Voilà. Donc, sur ce lotissement, aujourd'hui, il doit y avoir plus de 30 enfants. Quand je vous parlais de contraintes un petit peu, c'était un petit peu le plan de composition qu'il y avait, donc avec une orientation des fêtages qui était imposée pour les lots du haut, avec un alignement sur rue, et puis des possibilités, alors une obligation de jumelage des maisons sur le haut et une possibilité de jumeler éventuellement sur le bas, ce que les gens n'ont pas fait, mais ça posait pas trop de soucis, avec un plan de composition. Et puis, ce qu'on souhaitait également, c'est pouvoir contrôler tout ça. Parce que quand on est maire d'une petite commune, je pense que s'il y a des élus dans cette salle, on est tous confrontés à ça. On dépose des permis de construire et puis des fois, les gens, ils réalisent pas forcément ce qu'ils ont déposé. Ils font un peu ce qu'ils veulent. En gros, c'est ça. Donc, l'idée, c'était d'accompagner les gens tout au long de leur démarche. Et donc les permis étaient systématiquement visés par l'urbaniste qui avait accompagné le projet en amont, avant de le déposer au service instructeur. Et puis une fois que le permis avait été accepté, au moment de la réalisation, un géomètre payé par la commune s'assurait de l'alignement et des niveaux aussi, des seuils. Alors, oui, je vois que vous secouez un peu la tête, c'est vrai que c'est une certaine contrainte, mais je vous jure que c'est bénéfique. Moi, il m'est arrivé pour un lot, le pire qui m'est arrivé, c'est d'arriver un matin et de refuser aux maçons de couler. Les toupies attendaient parce qu'il n'avait pas fait venir le géomètre. Et la maison qui devait être de plein pied, c'était la première maison là-haut qui devait être de plein pied par rapport à la voirie. Le monsieur avait 3 marches pour descendre chez lui. Donc pour nous, c'était pas acceptable. Donc j'ai failli me retrouver décalqué contre le camion toupie. Malgré tout, ils ne l'ont pas fait. Le géomètre est venu quand même un peu en urgence en disant vous remontez vos banches et tant que c'est pas... voilà. C'est des trucs un peu... Alors ça coûtait rien aux gens, ça c'était pris en charge par la
par la commune. De mémoire, entre l'intervention du géomètre et de l'architecte pour viser les permis, c'était de l'ordre de 700 € par permis. Donc, ce n'est pas quelque chose sur un terrain qui vaut 60 000 €. L'investissement de la collectivité n'est pas énorme et ça permet d'avoir quelque chose qui a du sens et qui tient un peu la route, quoi. Voilà. Bon, j'ai peut-être fait un peu dans l'ordre, hein. Le CAE m'avait fait une petite fiche, mais je ne l'ai peut-être pas forcément très bien suivi. Mais voilà, en gros, un petit peu ce qu'il y avait pour ce lotissement-là. Fort de cette expérience, on renouvelle l'expérience, puisque là, on est en étude pour un autre lotissement communal aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien que le SCOT organise cette réunion-là, parce que nous, on fait partie du SCOT de l'agglo de Grenoble, hein. Donc, votre SCOT, j'ai vu, hein, donc 44 communes, 2 EPCI, 46 000 habitants. Notre communauté de communes, c'est ça, c'est 47 communes, 45 000 habitants. Malgré tout, on est englobé dans le SCOT de l'agglo grenobloise. Et pour avoir terminé notre PLU en juillet 2021, je peux vous dire qu'on a ferraillé fort avec le SCOT et la DDT. Ça a été très très compliqué parce que c'est des gens qui ont, j'aurais souvent dit, vous avez un tableur Excel à la place de neurones, hein, et effectivement, c'est des choses que j'ai entendues ici, hein. C'est très compliqué en zone rurale de faire valoir un petit peu ses aspirations, hein, et ce qui s'applique dans l'agglo de Grenoble, il l'applique en zone rurale également. Donc je trouve très chouette que vous puissiez conserver un SCOT à l'échelle de votre territoire qui a plus de sens que nous. Alors, le SCOT, c'est un super outil, effectivement, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il soit adapté aux zones rurales, et il ne l'est pas forcément. Et effectivement, dans les réglementations, pareil, on bute avec la DDT, parce que bah voilà, quand nous, le futur lotissement, enfin le lotissement qu'on a pré faire, on a pré-monté le permis d'aménager, vraiment, il a fallu, c'était un bras de fer avec la DDT. Puisque sur un tènement qui fait 1 hectare, il nous imposait 25 logements, quoi. On est à Lausier, 500 habitants, en zone rurale. Certes, on fait des parcelles de 500 mètres carrés, mais par contre, on se veut des espaces de respiration, des espaces collectifs pour créer du lien, et ça rejoint tout à fait l'objet de votre intervention. Voilà, parce que je pense que c'est à travers ce bien vivre et ce bon sens. Mais pour obtenir ça, effectivement, on ne rentre pas dans les cases et c'est très très compliqué. On parle également dans cet état d'esprit, si on crée ce nouveau lotissement, je crois que l'urbanisation, elle va avec le développement de son village, un petit peu comme on souhaite le faire. C'est un village religieux qui avait une très forte, comment on va dire, une très forte sensibilité d'accueil. C'est-à-dire qu'il y avait des gros bâtiments, il y avait des couvents, et tout au long du XXe siècle, c'est des religions accueillies des migrants, alors qui venaient des guerres d'Égypte, de la guerre d'Algérie, des Hongrois, enfin tous les conflits qu'il y a pu avoir en Europe pendant ce XXe siècle en découlaient, faisaient que on accueillait des gens sur notre territoire. Aujourd'hui, on accueille, nous, l'association Terreaux Locaux. Donc, c'est une association qui fait de l'insertion par le maraîchage et de la boulangerie. Oula, on me fait les gros yeux, là. Je vais accélérer. Mais je pense que c'est important quand même. Alors, ce n'est pas transmissible. Je crois que chaque village a son histoire. Chaque village a... Mais, et aujourd'hui, on accueille donc des réfugiés statutaires. Donc, ils sont une quinzaine. Ils sont pas nombreux. Qui ont développé, on n'avait plus de commerce, donc aujourd'hui on a redynamisé le village avec un marché hebdomadaire où d'autres producteurs locaux sont venus et ça marche plein pot. Et ça a permis de
de donner une certaine notoriété à notre village, autre que la religion aujourd'hui. Hein. Et du coup, ça nous amène aussi à d'autres publics, des gens qui ont envie de vivre un peu différemment, de se dire dans votre village il se passe des choses un peu sympas, on a envie de venir vivre et envie de travailler. Et si je vous parle de ça, c'est que cette nouvelle urbanisation qu'on met en place, c'est aussi pour accueillir ces nouveaux arrivants, cette nouvelle population qui a envie de s'investir. Ça nous a donné plein d'idées pour cet ancien couvent, hein, qu'on voit là sur la photo, avec aujourd'hui une réflexion avec le département, avec l'État, avec la région, pour créer un tiers-lieu, pour créer une pépinière d'entreprise. Voilà. Je veux dire, un village, il se développe à la fois sur la partie urbaine, mais il se développe aussi dans les têtes, il se développe dans le cœur. Et vous parliez tout à l'heure de jardin, et moi j'ai souvent dit que j'avais la chance d'être le maire d'un village dont le cœur était un jardin. Donc du coup, parce que à travers ce couvent, il y a un immense jardin, voilà. Et du coup, je crois que voilà, toute l'action municipale, elle prend du sens par à la fois ce qu'on fait en termes de développement urbain, mais aussi en termes d'accueil et puis toute cette dynamique qu'il y a autour de tout ça. Désolé, j'étais un peu long. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Oui, allez-y. Bonjour, Raphaël Hannequin, paysagiste concepteur. J'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est dans l'historique de votre progression jusqu'au projet. Qu'est-ce qui vous a fait commencer par une demande à un aménageur à la suite du cahier des charges du CAE, plutôt que de passer à un appel d'offres ouvert à la maîtrise d'œuvre avec une équipe de concepteurs? La facilité. La facilité, et puis on n'est pas des immobiliers. Moi je suis paysan, hein. Donc vendre des maisons, vendre des terrains, ça s'improvise pas, mais c'est une sacrée expérience quand même. J'avoue qu'on y a passé beaucoup de temps, effectivement, sur une période très compliquée, 2008, hein, on avait plein de permis qui tombaient, et du jour au lendemain, tout s'est arrêté, hein, parce que effondrement de la crise immobilière, tout ça, donc c'était vraiment très compliqué. Voilà, c'est simplement parce que c'était une facilité, en se disant, finalement, on y confie. On a un cahier des charges, naïvement, hein, on se disait, on est blindés, ils vont répondre à nos demandes, ils vont nous donner 150 000 balles, et puis ça ira. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Voilà. Alors, par contre, on ne s'est pas posé la question pour le deuxième lotissement. Hein. On a dit, voilà, même si on en avait bavé un petit peu pour le deuxième, on s'est dit, voilà, on part, on fait une fois. Dominique ? Moi, c'est une question de précision. Donc, les terrains ont été achetés par la commune puis ont été vendus aux primo-accédants qui ont aussi construit leur maison. Et comment est-ce que vous avez fait pour qu'il ne se fasse pas n'importe quoi comme construction? C'est-à-dire que vous avez imposé aux propriétaires, aux acheteurs? Alors, on a imposé beaucoup de choses, mais en termes de... on l'a vu, d'emplacement, d'alignement, de sens de faîtage, de hauteur. Après, c'était des constructions libres. Donc, voilà, il y avait un gros cahier de prescriptions, hein, mais qui n'était que des prescriptions, en disant, en privilégiant les volumes simples par rapport aux économies d'énergie, tout ça. Mais autrement, au niveau architectural, c'était le règlement du POS à l'époque, du PLU aujourd'hui, qui s'appliquait, quoi. Bonjour. Du coup, c'est peut-être mal poli de parler argent, mais est-ce que le fait de le faire sous maîtrise d'ouvrage communal, ça a permis d'avoir des prix de sortie moins chers pour les acquéreurs, pour les primo-accédants? Ah bah oui.
De Oui. quel ordre à peu près, si Alors, vous pouvez nous en nous, dire. si vous voulez, on a peut-être raisonné un peu différemment que peut faire un constructeur. En gros, on était autour de 30 000 euros d'investissement par lot. Hein. On voulait récupérer à peu près 250 000 euros. Et à partir de ce moment-là, on a calé le prix du lot, quoi, hein, voilà. Et effectivement, ça fait des lots beaucoup moins chers que le marché. Alors, je ne vous dis pas que c'est simple, parce que je me suis fait vraiment insulter, mais à la fois verbalement et des écrits que j'ai bien gardés, par des aménageurs qui disaient, mais depuis quand les élus, occupez-vous de gérer votre commune et venez pas marcher sur nos places. Ah, vraiment, ils n'ont pas apprécié. Ça, je vous avoue. De toute façon, vous allez vous casser la gueule, on sera les premiers à rigoler. Enfin, voilà, des trucs fous, quoi. Mais bon. Et puis après, aussi un état d'esprit en se disant, moi j'ai toujours dit, bah, au moins s'il y a du bénéfice, elle profite à la collectivité. Ça, bon, c'était... De quel ordre de grandeur à peu près, moins cher? Bon, autour de 250 000 euros. Mais comme je ne sais pas le marché chez vous. L'économie, elle était de quel ordre? 30% selon prix de marché? Vous, votre vente Bah, par quand, rapport au prix? c'est l'époque où on vendait des lots autour de 60 000 euros, hein, entre 55 et 65 000 euros, puisqu'on a des terrains qui faisaient 600 mètres carrés, d'autres qui faisaient 350 mètres carrés. C'était des lots qui étaient vendus plus de 100 000 euros par un aménageur, quoi. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous propose qu'on passe à la suite. Merci encore pour votre intervention.